Bienvenue au sixième atelier REFAT de la série d'hiver 2021. L'atelier est intitulé « Le storytelling pour favoriser la réussite et l'apprentissage à distance ». Le REFAT tient à remercier Patrimoine canadien et le secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Des remerciements tout particuliers à nos présentateurs aujourd'hui, Olivier Chartrand, Christina Berkers et Mélanie Boulet. Alors, sans plus tarder, la parole est à vous, Christina. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on voit bien la présentation? Oui. Oui, OK, parfait. Aujourd'hui, on est ici pour vous présenter un projet collaboratif là, qui a eu lieu entre le développement de la formation en ligne, le CNFS et les professeurs du Collège de la Cité du programme de travail social. Un programme d'activités pédagogiques un peu différentes et qui ont eu beaucoup de succès jusqu'à date. Donc, on a bien hâte de vous présenter ça. Je vais commencer par vous parler un peu de notre plan de présentation. Donc, on va commencer avec les présentations du Bureau de développement pédagogique à la Cité, du CNFS et puis aussi de l'équipe de travail. Donc, c'est un projet que c'est collaboratif entre le CNFS et la Cité, mais aussi entre plusieurs autres membres, des graphistes, des intégrateurs, etc. On va vous présenter ça. Ensuite, on va parler un petit peu de storytelling. Le storytelling, c'est important en éducation, c'est important en pédagogie. Puis en fait, ça va vraiment en lien, c'est vraiment en lien aussi avec la philosophie du Collège de la Cité puis l'apprentissage par compétences. Donc, ça cadre très, très bien avec les objectifs du collège. Par la suite, je vais vous présenter les scénarios pédagogiques sur lesquels on a travaillé pour la famille TTS. C'est la famille fictive que nous avons créée, que nous revoyons dans tous nos projets de travail social. Et puis, finalement, on va vous présenter quelques autres exemples et le catalogue de formation du CNFS auquel vous allez pouvoir vous inscrire suite à l'atelier pour voir les exemples en action. Donc, dans un premier temps, je vais céder la parole à Olivier qui va vous parler du Bureau de développement pédagogique. Bonjour tout le monde. Merci, Christina. Vraiment content de partager ce moment avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Collège de la Cité, c'est un collège francophone en Ontario, à Ottawa, au Canada. Je prends aussi quelques temps là, avec cette diapositive-là pour vous partager un petit peu l'équipe du développement pédagogique, du développement de la formation en ligne. Comme on l'a mentionné tout à l'heure dans la biographie, c'est une équipe avec 3 axes de travail, donc la conception pédagogique, tout particulièrement le développement pédagogique selon une méthodologie par compétences, le design, développement numérique, puis l'amélioration continue. Donc, c'est une équipe dynamique, multidisciplinaire. On a une vision où est-ce qu'on vise évidemment les apprentissages authentiques, l'appui à la réussite, leadership, bonne pratique, l'intégration du partage, expertise. On développe des formations créditées, non créditées. Puis le côté non crédité, c'est intéressant parce que c'est justement un bel exemple qu'on partage aujourd'hui au niveau d'une collaboration avec les professeurs je prends le temps de saluer tous les professeurs en technique de travail social. Donc, on a développé des objets qui servent vraiment à l'enseignement à distance. Donc, c'est très intéressant. Autour de la pandémie, évidemment, ça aide beaucoup. Je salue aussi mes collègues là, du Bureau de développement pédagogique. Donc, on est bien fiers de collaborer à ce projet-ci. Puis, c'est intéressant aussi de pouvoir vous partager en même temps la façon, l'approche qu'on a de collaborative, mais aussi au niveau de l'adaptation qu'on peut avoir avec un projet comme celui-ci. Puis je vous invite à le découvrir. Bon atelier tout le monde. Parfait, merci Olivier. Je vais juste donner une petite chance à Mélanie de présenter le CNFS. Parfait, merci Christina. Donc, oui, parce que bon, le CNFS à première vue, peut-être vous questionner notre rôle dans le projet. Rapidement, le CNFS, comme on l'a mentionné au début, c'est le Consortium national de formation en santé. Donc, c'est un regroupement pan-canadien qui est composé de 16 établissements, donc collèges et universités, qui sont tous situés à l'extérieur du Québec. Donc, on a la particularité de chacun offrir au moins un programme en santé ou services sociaux en français en contexte minoritaire dans nos établissements. Donc, on est ce regroupement-là et on est aussi appuyé par 3 partenaires régionaux et un secrétariat national qui est comme un peu notre organisation qui chapeaute un petit peu les différents membres.
Notre mandat principal est vraiment d'améliorer l'accès aux services de santé, aux services sociaux dans les communautés linguistiques en situation minoritaire, et ça par l'entremise principalement de la formation postsecondaire. C'est une initiative qui est financée depuis 2003 par Santé Canada. On reçoit des fonds annuellement par entremise d'enveloppes de Santé Canada, et c'est vraiment pour venir appuyer la formation de futurs professionnels de la santé francophones et bilingues qui vont être en mesure par la suite d'offrir des services dans les communautés en situation minoritaire en santé et services sociaux. Dans le cadre du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, le CNFS est vraiment venu appuyer au niveau du soutien financier pour la concrétisation du projet de la famille TTS, qui est dans notre programme de technique de travail social. Pour nous, c'était une super belle opportunité de contribuer au développement de ressources pédagogiques francophones. Donc, c'est souvent un enjeu en situation minoritaire, avoir des ressources francophones pour nos programmes. Donc, pour nous, c'était une très belle opportunité de venir appuyer nos professeurs qui ont eu une belle idée de projet. Et ça cadrait parfaitement bien avec l'approche pédagogique de la cité qui vise beaucoup des apprentissages authentiques et expérientiels. Donc, on s'est porté, ça nous a fait plaisir finalement de prendre part au projet. Et nous, c'est une première étape pour pouvoir aussi instaurer notre nouveau catalogue de formation qu'on va aussi également vous présenter à la fin. Donc, c'est une belle opportunité pour autant nous que la cité et notre programme. Donc, au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Bon, donc, merci Olivier et Mélanie. C'est le fun. Je viens de voir qu'une des profs qui a participé au projet vient de se connecter. Donc, allô Marie-André. Je vais vous parler un peu justement de l'équipe projet. Donc, il y avait des spécialistes en conception pédagogique. Ça, c'était mon rôle dans le projet. Mais vous allez voir que les projets sont très visuels, c'est très beau. Donc, il y avait une équipe de graphistes aussi qui ont collaboré avec nous. Des intégrateurs web et puis bien sûr les professeurs du programme de travail social qui étaient aussi, ils étaient nos experts et aussi dans beaucoup des projets, nos narrateurs. Donc, on a pu les intégrer dans le projet, ce qui est aussi intéressant pour les étudiants parce qu'ils peuvent entendre leurs professeurs dans les capsules. Donc, c'était quand même intéressant. Donc, c'était une collaboration avec beaucoup d'équipes pour obtenir le résultat qu'on a obtenu. Donc, c'était vraiment un beau travail collaboratif. J'aimerais ça qu'on commence en faisant une petite réflexion. Et puis, je vous demanderai de vous rendre à menti.com et de rentrer le code 52009727. Ou si vous êtes sur un mobile, vous pouvez simplement scanner le code QR. J'aimerais ça qu'on fasse un petit remue-ménage sur deux questions qui sont très importantes. La première étant, d'après vous, qu'est-ce qui fait la différence en début de projet de simulation pédagogique en ligne pour arriver aux meilleures conditions de succès possibles? Et puis à l'inverse, quels sont les freins qui occasionnent le plus de défis dans un tel contexte de développement pédagogique? Donc, je vous inviterai de vous rendre sur menti.com et puis de rentrer le code à l'instant. Si jamais vous avez des problèmes, là, faites juste signe dans le chat. Je vais vous mettre ça dans le chat aussi. Je vais vous laisser encore juste 2 petites minutes pour répondre, puis après ça, on pourra regarder un petit peu les réponses de tout le monde.
En attendant, je peux peut-être ajouter un commentaire. C'est intéressant, l'authenticité qui revient évidemment dans les simulations pédagogiques, la simplicité. Je pense que le rythme des réponses a ralenti, donc on va en passer quelques-uns. On ne les passera pas tous. Je suis sûre qu'il y a des choses qui reviennent aussi. Mais effectivement, au début d'un projet, c'est bien de garder tout simple, de faire la bonne planification, c'est très important. L'encadrement aussi est important. Puis ça, je pense que c'est un rôle que, comme conceptrice pédagogique, je joue dans un projet pour m'assurer que tous les morceaux arrivent au bon endroit en même temps, puis tout le monde comprend le message, l'objectif aussi, puis où on veut s'en aller. C'est très important d'encadrer les gens, les experts et même les graphistes et les intégrateurs pour que tout le monde comprenne l'objectif du projet. Ça prend bien sûr la motivation des membres qui travaillent sur le projet, c'est vraiment important. L'analyse revient souvent. L'analyse, c'est quelque chose que si vous êtes concepteur ou vous travaillez sur des projets, parfois c'est quelque chose qui est un peu mis de côté, mais c'est une des étapes les plus importantes pour donner le bon résultat. Puis vous allez voir comment ça a impacté les projets qu'on a fait pour la famille TTS aussi. Au niveau de l'analyse, c'est pas toujours un gros jeu qu'on a besoin, c'est pas toujours quelque chose qui dure 1 heure qu'on a besoin. C'est vraiment important de voir le besoin et l'objectif d'apprentissage. La scénarisation pédagogique aussi, elle est très importante. Donc, on va voir un peu un exemple de comment nous, on travaille en équipe sur la scénarisation de nos activités d'apprentissage. Ça prend un visuel attrayant aussi. C'est quand même important. Je pense que ça vient un peu après la pédagogie, mais si on a la pédagogie, puis après ça, si ça ne fonctionne pas bien ou c'est pas beau, on perd l'attention aussi. Donc, c'est quand même un élément important. On revient encore avec la planification, l'analyse, qui sont vraiment la bonne planification, la bonne analyse, la qualité du scénario, bien définir les objectifs. C'est vraiment les étapes clés avant de commencer un projet. Mais comme on sait tous, il peut y avoir des accrochages dans les projets. Ça ne va pas toujours comme on veut. Puis c'est sûr qu'il y a certains freins qui peuvent venir nuire. Les ressources disponibles, c'en est un. C'est souvent un enjeu. Nous, on a été très chanceux dans le cadre de ce projet-ci d'avoir une belle équipe de professeurs qui travaillent avec nous. Effectivement, les ressources financières et le temps. Donc, on peut bien vouloir produire les plus beaux projets au monde, mais si on n'a pas de temps et qu'on n'a pas d'argent, ça ne fonctionne pas. Puis on revient encore c'est un frein qui vient en complément à ce qu'on disait au début, là, un manque d'analyse, ça peut être un problème. Les temps disponibles, les soutiens technologiques aussi. C'est beaucoup. Les limites des outils pédagogiques aussi, c'est un bon frein. Mais on peut voir que je pense qu'il y a les gens sont beaucoup d'accord en lien avec ce qui est important, puis en lien aussi avec ce qui peut être nuisible. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est, tous ces éléments-là, un peu en lien avec notre projet aussi. Et puis oui, les résultats ils vont être disponibles quand on va partager après la présentation. Ah oui, Olivier a répondu. Fait que, comme tout le monde a dit, une des choses les plus importantes dans le début de projet, c'est la planification. Puis il faut vraiment commencer au début. C'est une étape que parfois on oublie ou on met de côté, mais elle est quand même importante au début d'un projet. Puis ce qui est le plus important au début d'un projet pédagogique, c'est l'objectif pédagogique. Il faut vraiment le garder en tête dès le début, bien le définir pour bien savoir où on s'en va. Donc, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est établir l'objectif pédagogique. Et par la suite, la clientèle cible. Donc, notre clientèle pour ce projet-ci, c'était des étudiants dans le programme de travail social.
Par contre, je vais vous montrer un exemple d'un autre projet qu'on a fait aussi, un jeu sérieux pour les aînés en résidence. C'est pas du tout la même clientèle cible, donc l'approche n'est pas nécessairement la même ou la façon qu'on présente le contenu, même la vitesse de la narration qui est dans notre activité, elle n'est pas la même. C'est important de prendre en considération notre clientèle dans l'analyse du besoin du projet. Il faut aussi penser au but du projet. Est-ce que c'est un projet, par exemple, pour aider les étudiants à réviser pour un examen? Est-ce que c'est un projet pour susciter une discussion? Est-ce que c'est un projet pour amener une nouvelle matière? Donc, c'est important de penser au but du projet dans la planification et l'analyse. Puis finalement, c'est bien de penser à la durée de vie du projet. Il y a des projets que, si c'est un projet qu'on sait déjà en partant que ça va seulement être pour un groupe d'étudiants une fois, c'est sûr qu'on ne mettra pas. On va mettre le même effort sur la partie pédagogique du projet, mais peut-être pas le même effort sur la partie de graphisme, d'intégration et tout ça. Donc, c'est important de garder en tête la durée de vie du projet pour s'assurer qu'on a choisi le bon type d'activité pour nos étudiants. Fait que dans notre cas, on a choisi d'utiliser le storytelling pour nos diverses activités. Parce que le storytelling, en fait, on l'utilise vraiment pour rendre l'apprentissage mémorable. On voulait que les étudiants dans ces activités-là se rappellent de ce qu'ils avaient vu, que ça leur apporte vraiment quelque chose de pédagogique, mais aussi dans les émotions un peu avec la thématique du travail social. Fait que comment est-ce qu'on peut rendre l'apprentissage mémorable? Bien, on va justement chercher les besoins des apprenants avec les mots et les visuels choisis. Il y a quelqu'un qui avait mentionné aussi pour le succès d'un projet, c'est que ce soit beau visuellement. C'est quand même important. C'est important aussi dans le choix de visuel, pas juste qu'il soit beau, mais qu'il soit pertinent. Donc, qu'on utilise des visuels qui aident à expliquer ce qu'on entend, qui aident à expliquer les concepts. Dans notre choix aussi de la façon qu'on présente nos histoires, qu'on fait notre storytelling et nos visuels, il faut vraiment que tout ce qu'on met dans une activité comme ça, ce soit en lien avec notre objectif, en lien avec notre cours, notre module, notre activité. On ne veut pas mettre des détails inutiles parce qu'on veut garder l'attention tout le long. Donc, souvent, on essaie de garder ça quand même assez concis, assez direct. Puis, c'est important de porter attention aux détails. Donc, tous les détails de nos activités, que ce soit dans la rédaction, dans le graphisme, dans la programmation, on doit porter attention à tous ces détails-là pour pas qu'il y ait de frein pendant l'activité non plus pour les étudiants, pour pas qu'il y ait de blocage quand ils complètent les activités. La scénarisation aussi, c'est sorti comme un point qui était important pour le succès d'un projet. Je pense que quand on est concepteur pédagogique, on a sûrement tous des façons différentes de faire. Pour moi, par où commencer, c'est que je regroupe tout le contenu. Donc, tout ce qu'on pourrait avoir de besoin pour notre activité pédagogique, on y jette un coup d'œil dès le départ pour voir un peu où est-ce qu'on peut s'en aller, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on inclut dans l'activité, qu'est-ce qui pourrait être complémentaire et ainsi de suite. Puis en faisant cette révision de contenu-là, on réfléchit à l'intention de l'activité. Donc, comme je disais, si l'intention de l'activité, c'est une révision d'examen, bien, on pense à notre mise en contexte, notre mise en situation, puis nos questions pour aider l'étudiant justement à réviser. Une fois qu'on a réfléchi à l'intention de l'activité, puis on a revu le contenu, bien, on fait un plan. On fait une planification. Moi, je travaille à 3 étapes. Une analyse à très haut niveau, une planification un peu plus détaillée, et puis ensuite, on va compter l'histoire au niveau de la scénarisation. Donc, c'est fait en petites étapes, mais par expérience, si on saute une des étapes, parfois, ça va un petit peu moins bien. Une autre chose qu'on utilise beaucoup en storytelling, c'est des narrations. Des narrations, ça peut être très, très, très utile. Comme j'ai parlé tout à l'heure, on a fait un jeu pour les aînés. Donc, c'était un jeu qui était 100% narré. Tout ce qu'on voyait à l'écran était narré. C'est bien pour l'accessibilité, oui, mais pour les personnes aînées aussi, c'était bien parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de vision et ainsi de suite. Donc, on a choisi de tout narrer, mais ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut narrer tous les mots à l'écran qu'on voit dans une activité pédagogique. Il faut faire des choix quand même dans notre utilisation de narration. Donc, souvent, on peut choisir d'utiliser des narrations pour expliquer
des explications complexes, d'informations qui seraient mieux expliquées et démontrées avec des visuels aussi, des thématiques un peu plus difficiles ou parfois à travers des activités pédagogiques, on veut donner des directives ou des instructions pour aider l'étudiant à se retrouver, puis pour aider l'étudiant aussi à comprendre où est-ce qu'il s'en va puis qu'est-ce qu'il doit faire avec cette activité-là. Donc, ça, c'est juste un petit exemple des scénarimages que nous, on utilise. Encore, c'était un des points de réussite, d'avoir une bonne scénarisation et une bonne compréhension du projet. Donc, nous, on est habitués de travailler avec ce type de scénarimage-là qui est quand même très simple, dans lequel on fait juste définir qu'est-ce qui se passe dans ce scénario-là. Qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire par la fin du scénario? Est-ce qu'on a des narrateurs? C'est quoi la durée? Et ainsi de suite. On met aussi les personnages qui sont dans les scènes. Et par la suite, on a une synchronisation entre ce qu'on entend, ce qu'on voit et aussi qu'est-ce qu'on doit intégrer à l'écran. Les images et les points d'interaction pour les étudiants. Donc, ça reste un scénarimage très simple, mais ça permet à toute l'équipe, autant les experts dans la matière, donc les professeurs, que moi-même, que le graphiste, que l'intégrateur, de comprendre où on s'en va avec notre activité pédagogique. Donc, la scénarisation, puis la validation de la scénarisation, c'est très important là, avant de rentrer en production, en fait, d'avoir toutes fait ces étapes-là. Et ça, c'était un petit tour du storytelling puis de la scénarisation, comment nous, on fait ça à la Cité collégiale et comment on a entrepris ça pour le projet de la famille TTS. Puis maintenant, je vais vous présenter la famille. Donc, la famille TTS, ça a été pensé pour qu'il y ait un fil conducteur entre les activités de travail social sur lesquelles nous avons déjà travaillé, puis même avec d'autres qui devraient venir dans la prochaine année. Donc, on a créé des personnages qui font partie de notre famille. Entre autres, il y a une TTS, une travailleuse sociale qui s'appelle Marie, qui revient dans plusieurs activités. On a pensé beaucoup aussi aux émotions que nos personnages pourraient avoir pour démontrer différentes situations dans lesquelles ils se retrouvent. Puis, on a créé, autre que ces personnages-là aussi, on a créé vraiment une vraie famille. Donc, Marie et son conjoint, l'ex-conjointe, qui est la voisine aussi dans une de nos activités, désolée. Ils ont des enfants aussi qui figurent dans les activités et des personnes âgées qui vont sûrement figurer dans les prochaines activités aussi en lien avec d'autres thématiques là, qui touchent à ce groupe d'âge-là. Puis oui, Olivier a dit, nous avons travaillé avec des stagiaires en design graphique pour développer une bonne partie des personnages. Donc, c'est une autre partie de la collaboration. Donc, on essaie de reprendre au moins 1 à 2 personnages dans chacune des activités là, pour garder le fil avec la famille TTS. Puis c'est Marie qui revient à date le plus souvent, vu que c'est elle la travailleuse sociale, là, donc elle joue un gros rôle quand même. Un des premiers projets qu'on a fait, qui est quand même, comme je disais au début, c'est important de faire l'analyse. Ce n'était pas un projet qui nécessitait un gros jeu sérieux. Ce qu'on a fait, c'est des scénarios de stage pour les étudiants qui sont en stage en ce moment pour partir les conversations et les discussions sur des choses qui pourraient leur arriver, des questions d'éthique, des questions de demande qu'ils pourraient recevoir, qui pourraient arriver dans leur travail là, pour savoir comment y répondre. Donc, on avait justement une situation éthique avec l'intimidation entre collègues, donc une collègue qui intimide la travailleuse sociale. Comment réagit-on dans cette situation-là? Il y avait une autre situation avec une directrice d'école qui en demandait beaucoup de la travailleuse sociale et comment on peut réagir encore dans cette situation. Et finalement, si on est pris avec une étudiante, par exemple, qui vient nous voir, puis qui a des problèmes d'abus dans son couple, qui a un enfant, qui a des gros problèmes, comment on peut réagir et aider cette personne-là. Puis dans ces scénarios-là, en fait, l'étudiant prend toujours un peu le rôle d'observateur, comme si c'était le stagiaire qui travaillait avec Marie. Donc, il observe un peu ce qui se passe dans la situation. Puis par la suite, avec les professeurs, on a créé un guide d'activité pédagogique qui accompagne ces scénarios-là, donc qui permet aux profs, suite au visionnement de la situation, de discuter avec les étudiants des thématiques importantes reliées à ce qu'ils viennent de voir.
Donc ça, c'était un projet. C'est des petites capsules seulement de juste de quelques minutes, mais ils mettent vraiment en contexte des situations que les étudiants pourraient vivre en situation de stage et de travail. Le deuxième exemple sur lequel on a travaillé, c'est un échange par texto. Donc, celui-ci, c'était un peu différent. C'était un peu plus interactif pour les étudiants. Et puis, ça reprend encore, ici, on reprend Malcolm, le fils de famille, et sa cousine. Puis sa cousine avait un peu de détresse. Puis ça en va dans une mauvaise direction un peu. Donc, c'est un peu une intervention là, en cas de possibilité de suicide ou de réflexion négative. Donc, c'est une activité en 2 parties dans laquelle on peut voir ces 2 ados-là se texter. Puis tout à travers l'activité, ils peuvent faire des choix, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe, puis pour faire vivre la suite. C'est une activité qui est divisée en 2. Donc, encore une fois, ça permet, après la première partie, pour le professeur de s'arrêter, puis de discuter avec les étudiants de qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils feraient après, tu sais, s'ils étaient dans une situation comme ça, dans une situation où ils avaient un ami ou ils avaient un client qui avait des pensées négatives puis qui pensait au suicide. Puis dans la deuxième partie, on rentre dans des ressources d'aide. Donc, Malcolm essaie d'aider sa cousine en lui proposant des ressources qu'elle pourrait consulter là, pour l'aider. Puis encore une fois, il y a un guide d'activité pédagogique qui aide le professeur à savoir comment gérer la discussion avec les étudiants aussi. C'est quand même une discussion sensible sur le suicide. Donc, on a fourni des pistes de discussion et de réponses pour le professeur qui travaillerait avec cette activité. Puis là, en ce moment, on est en train de terminer presque un jeu sérieux sur la violence conjugale. C'est un plus gros projet. C'est un projet qui a été créé encore avec notre famille. Donc, on a encore notre travailleuse sociale, la voisine qui rentre en jeu ici, puis une nouvelle famille, en fait, qui vit de la violence conjugale. C'est un projet qui veut mettre en contexte toutes les étapes qui pourraient avoir lieu lorsqu'il y a une violence conjugale, lorsque quelqu'un voit qu'il y a une violence conjugale chez leurs voisins, chez leurs amis ou quoi que ce soit. Donc, toutes les ressources impliquées dans ce processus-là. Puis, c'est un peu une journée dans la vie d'eux. Donc, dans le jeu, on peut se promener d'un lieu à l'autre. On les débarque comme on avance pour voir un peu la progression de ce qui se passe. Puis, on fournit aussi des ressources additionnelles aux étudiants. Par exemple, une annexe avec un plan de sécurité qu'ils peuvent prendre et garder après le jeu. C'est dans le but de les aider à se préparer pour leur examen, qui est aussi une mise en contexte là, qu'ils doivent suivre. Donc, ça leur permet de se pratiquer tout au long et de savoir un peu comment répondre à différents intervenants à différents moments. Il y a un petit démo, le jeu il n'est pas terminé, celui-ci, donc il n'est pas dans le catalogue du CNFS. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment une carte de jeu du village où vit cette famille-là, puis comment ils peuvent progresser à travers leur journée. Donc, à chaque lieu, je vais juste fermer le volume. À chaque lieu, on voit nos personnages, on voit les ressources qui se débloquent au fur et à mesure. On a des ressources aussi qui sont toujours disponibles. Donc, il y a des ressources importantes que les étudiants auxquelles les étudiants peuvent avoir accès à tout moment du jeu. Juste pour vous. Donc, c'est ça. On peut commencer avec notre premier lieu. Puis à chaque lieu, il y a une petite mise en situation qui est animée aussi, qui est animée, narrée, là, qui est mis en contexte un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment on avance dans le jeu. Donc, ça avance ainsi. Puis les étudiants aussi répondent à des questions au fur et à mesure pour faire avancer qu'est-ce qu'ils voient à l'écran. Puis, ce qui est intéressant avec ces projets-là, c'est qu'on a eu des belles rétroactions des étudiants. On a eu la chance, on a eu l'opportunité d'avoir des retours déjà, même sur le jeu sérieux chez les voisins. La prof, elle a pu faire un prototype en classe, même avec juste 2 lieux de près. Donc, les étudiants ont trouvé ça beau et ont dit que ça les plaçait dans l'action. Il y avait le goût de continuer. Il y en a plusieurs qui aimeraient continuer à nous donner leur rétroaction là, quand on va avoir terminé le jeu parce qu'ils veulent voir comment ça se termine. Il y en a plusieurs qui ont dit que c'était une bonne pratique pour l'examen, que ça les met dans l'action aussi.
Il y a aussi des gens qui ont dit que c'est beaucoup moins plate que lire les notes de cours. C'est beaucoup plus engageant et intéressant pour nous. Pour les scénarios de stage, c'était très positif. C'est une activité qui a su captiver plus les étudiants, captiver l'intégration de la théorie à la pratique aussi. Ils ont beaucoup apprécié les mises en situation. C'était un bon point de départ aussi pour bonifier des études de cas puis partir des discussions. Ils ont aimé ça, qu'ils ont pu se mettre dans la peau du stagiaire qui était avec la travailleuse sociale. Ça les aidait à développer leur jugement professionnel aussi, qui est quelque chose qui n'est pas toujours facile si on fait juste lire un texte à l'écran puis on n'a pas de visuel pour l'accompagner. Puis finalement, pour les textos, ils ont trouvé que c'était engageant puis que ça reflétait la réalité d'aujourd'hui aussi, de communiquer par texto, que c'était réaliste puis les questions étaient pertinentes avec le contenu, puis que ça les a aidés aussi à voir les étapes d'une intervention parce que ça a été bâti pour suivre les étapes que les étudiants doivent suivre dans une intervention avec quelqu'un qui pense au suicide. Puis que c'était aussi une nouvelle façon de faire les études de cas. Je pense qu'aussi à distance, comme ça, avec l'apprentissage à distance, ça donnait une nouvelle façon aussi de présenter des études de cas puis interagir avec la matière. Comme je dis, autre que simplement lire des situations qui sont écrites dans un document PDF. Fait que les rétroactions étaient vraiment très positives, ce qui est bien parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir des rétroactions des étudiants. Donc, j'ai hâte d'en avoir encore plus comme on retravaille les activités. Puis en ce sens aussi, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, mais dans l'échange par texto, initialement, on avait 2 versions avec les émotions sur le visage des jeunes, puis une sans. Puis après ça, on s'est rendu compte qu'avec les émotions, ça faisait beaucoup trop long comme activité. Puis que souvent, quand on intervient avec quelqu'un, ils ne démontrent pas nécessairement tellement leur tristesse ou leurs émotions quand ils parlent de leurs problèmes. Donc, on a déjà modifié l'activité un peu pour répondre aux besoins des étudiants. Puis je vais corriger ma faute d'orthographe. Autre que ce projet-là de travail social qu'on a travaillé puis qu'on va continuer à avancer avec d'autres projets, on a aussi travaillé un autre projet de storytelling qui était un jeu sérieux sur l'intimidation dans les résidences pour aînés. Comme je disais, c'était un jeu aussi que tout était narré, tout était écrit à l'écran, c'était très clair et précis étant donné la clientèle. Mais c'était un jeu aussi, puis c'était un jeu aussi dans lequel il y avait du branching, donc on pouvait faire des mauvais choix. Donc le jeu pouvait être différent pour tout le monde qui jouait en fonction de nos choix. Puis c'était vraiment pour sensibiliser la population des résidences à l'intimidation qui se passe, parce qu'il y en a beaucoup d'intimidation dans les résidences. Puis c'était tout basé sur des cas recensés dans les résidences, donc c'était une recherche-action. Puis c'était fort intéressant, puis il pouvait gagner des points. Donc, il pouvait voir si c'était bon pour repérer les éléments d'intimidation. Puis c'était pour ajouter aussi un aspect ludique un peu à cette activité-là pour les gens en résidence. Vous allez pouvoir naviguer à travers l'activité la petite vie en résidence quand on va vous le partager. C'est une activité avec... C'est une activité avec des mises en situation puis des mises en contexte qui pourraient se passer à tous les jours. Puis, je vais juste passer vite parce que je voulais vous montrer la page d'accueil. Donc, on peut voir sur notre page d'accueil, à chaque fois qu'on passe une journée, qu'on a fait des activités, si on accumule des points. Dans l'introduction, on explique combien de points on peut accumuler au total. Donc, les personnes aînées, les résidents, ils peuvent compléter l'activité le nombre de fois qu'ils veulent pour voir s'ils peuvent s'améliorer. Ils peuvent faire des mauvais choix pour voir qu'est-ce qui en découle pour arriver à la fin. Donc, oui, ça aussi, c'est un partenariat avec le Cégep de Drummondville pour celui-ci. Puis le storytelling aussi, vu qu'à la cité collégiale, on fait des évaluations par compétences. En fait, on s'en est servi pour créer une petite formation sur l'évaluation par compétences qui utilise une mise en situation. Donc, celle-ci, elle a été créée dans Genially. Donc, par le biais d'une mise en situation, on explique aux professeurs comment ils peuvent utiliser l'évaluation par compétences.
Donc, on leur montre un peu qu'est-ce qu'ils pourraient faire puis qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, c'est une autre façon qui est intéressante d'utiliser le storytelling, là, autre que des jeux sérieux ou des mises en situation. Il y a un autre objectif quand même intéressant avec cette activité. Finalement, vous allez voir quand on va vous partager la présentation, si vous voulez voir justement les activités du projet TTS, le CNFS a un catalogue de formation dans lequel les activités sont disponibles. Donc, vous allez pouvoir voir les guides pédagogiques, les activités de texto et de mise en situation de scénario de stage. Donc, c'est un catalogue dans lequel il y a plusieurs ressources du CNFS, là, comme vous allez pouvoir voir ici, les simulations pédagogiques en TTS, puis d'autres activités aussi qui ont été créées. Donc, comme je dis, on va partager ces informations avec vous. Donc, vous allez pouvoir regarder de plus proche un peu. C'est un survol à haut niveau aujourd'hui, mais vous allez pouvoir regarder de plus près ce qu'on a fait comme travail pour ce projet-là. Et voilà, merci. J'ai terminé dans le bon temps. Donc, ce serait le moment pour les questions, je crois. Et voilà, mais Christina, on n'a pas entendu vos collègues, mais je pense qu'ils vont être disponibles pour la période de questions, justement. Félicitations. Félicitations pour cette présentation, Christina, et toute l'équipe du Collège de la Cité. Moi, de ma perspective, c'était excessivement intéressant. C'est avant-gardiste et c'était pertinent. J'ai beaucoup aimé la mention qu'on utilise le storytelling pour rendre l'activité mémorable. Hein? C'est intéressant de voir comment est-ce que nos élèves sortent de leurs études puis ils ne se souviennent pas de rien. Puis aussi, on va rendre ça mémorable en utilisant les émotions. Moi, ça m'a marqué cet aspect-là. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'équipe a pris soin d'évaluer ces activités pour obtenir de la rétroaction puis valider cette approche-là qui semble d'ailleurs très prometteuse et pertinente. Une des choses qu'on remarque, et puis ça a toujours été le cas dans la formation en ligne et toute l'équipe et toute l'approche médiatique, c'est qu'on remarque que cette présentation-ci met beaucoup en évidence les différents rôles d'une équipe de production de formation à distance. Hein. Et tout à fait non scientifiquement, je peux vous dire que de ma perspective à moi, on observe une augmentation marquée dans les besoins professionnels à ce titre-là, autant dans le développement médiatique que dans les différents autres rôles par exemple, gestion, conception pédagogique. Autre chose que j'ai remarqué que j'ai beaucoup aimé, c'est l'utilisation de branching. Alors, on peut se tromper dans les activités, on peut les refaire et aussi on obtient des points quand on avance. Donc, on cherche à motiver les gens. Vous avez monté plusieurs beaux exemples. Donc, quoi demander de mieux pour une présentation? Je trouve ça extraordinaire. Bravo à vous autres. Peut-être, je n'ai pas vu passer encore l'URL du catalogue de formation. La première question pour lancer les activités, pour lancer la période de questions, je vais juste peut-être demander de préciser, est-ce que ce catalogue de formation-là est accessible à tout le monde et gratuitement? Ce serait ma première question. Puis ensuite de ça, je vous demanderai, les gens qui ont des questions, s'il vous plaît, allumez votre caméra ou pas, c'est pas grave, mais prenez le micro puis levez la main, on vous passe la parole pour les questions. À vous. Olivier, est-ce que je te laisse répondre à la question par rapport à l'accessibilité du catalogue? Oui, certain. Mais en fait, en ton nom, Mélanie, on peut être fier du catalogue de formation qui a été mis en œuvre, mis en place pour le CNFS au Collège de la Cité, le volet de la Cité. Puis, j'ai mis le lien dans le clavardage. Donc, il y a un processus d'inscription. Votre inscription va être autorisée, puis vous aurez accès gratuitement à quelques démonstrations dont Christina a parlé aujourd'hui. Puis pour répondre à ta question, Robert, sur les technologies, il y en a plusieurs. Il y a un talent évidemment de design graphique, plusieurs spécialistes en développement numérique, en conception pédagogique comme Christina. On a toute une équipe multidisciplinaire là, que divers joueurs vont s'intégrer au projet, aussi des stagiaires, une stagiaire tout particulièrement en design graphique qui nous a aidés pour les personnages. Les technologies, ça va de Articulate Storyline à Genially, à certains logiciels pour faire du montage de design graphique. Donc, on a un peu de tout, mais c'est la pédagogie avant la technologie.
J'ai beaucoup apprécié, Christina, ton partage de scénarisation, comment tout est regardé au niveau des intentions, des idées qui sont choisies. Et le plus rapidement qu'on est capable de mettre un prototype en place et de le faire apprécier autant par le travail de collaboration avec les profs, mais aussi par les étudiants, ça nous donne des bonnes pistes. Puis comme vous avez entendu, on a dû ajuster certaines choses en cours de route. Et le projet est assez de longue haleine. C'est une première année. On croise les doigts, mais on va probablement poursuivre pour une deuxième année avec quelques finitions de projets puis d'autres projets autour de la famille TTS. Fait que il y a bien plus que des logiciels derrière ça. Merci, Olivier. Puis, parmi les gens qui ont allumé la caméra, n'hésitez pas si vous avez des questions ou n'importe qui d'autre. Dans le clavardage, on a une première question de la part de Ludovic Martin qui demande est-ce que les ressources en création de formation, dans l'optique où elles sont limitées, est-ce que ça ne serait pas plus simple de travailler avec des photos qu'avec des animations compliquées? Et Ludovic, j'espère que je n'ai pas massacré votre question. N'hésitez pas à prendre la parole, là. En fait, je peux juste répondre rapidement. Là, c'est du graphisme, c'est des dessins, mais les dessins, ce n'est pas des personnages animés. Donc, on a plusieurs dessins qui viennent comme on entend la narration. Fait que c'est pas de l'animation comme je bouge, là. C'est pas de l'animation comme ça. Donc, ça permet aussi, si on a des changements à faire, de les faire nous-mêmes. Mais en faisant des dessins aussi, souvent, ce qui est mieux que des photos, je pense qu'il faudrait qu'on trouve trop de photos quand même si on veut faire une situation comme ça. Puis on peut pas on les fait vraiment à notre saveur là, pour les personnes aînées. Si vous allez jouer au jeu après, là, quand on va envoyer les liens, vous allez voir, il y a des scènes à on pu finir. Puis on a vraiment pu personnaliser tous les différents types de personnes. On peut vraiment faire des choix. Comme ça. Puis je sais que les graphistes, ils ont des mécanismes aussi là, pour faire aller plus rapidement ces choses-là, ce travail-là. Donc, c'est ça. Mais ce serait le fun de tout animer, mais je pense que ça serait impossible. Je pense que ça marcherait pas. En effet, je peux peut-être ajouter quelques mots sur ta réponse, Christina. Le coût d'animation est très élevé, il faut faire attention, fait qu'on a vraiment trouvé un juste milieu. Je me rappelle des belles discussions qu'on a eues avec les professeurs au tout début du projet. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Christina, où est-ce qu'on se disait, bien, c'est intéressant l'animation parce qu'au lieu des photos, les gens vont vont pouvoir s'intégrer un peu plus au personnage et moins prendre ça de façon concrète, donc prendre un recul. Vous savez, quand on ajoute des personnages, les gens vont probablement pouvoir s'intégrer plus facilement que si on avait des gens réels, des personnes réelles. Là, on observe quelqu'un qui est plus près de notre réalité. Quand on a des personnages, on a peut-être une opportunité d'amener les gens plus en profondeur dans les activités. Mais c'est toute une discussion à avoir justement au début de projet. Pourquoi les images vectorielles ou les personnages animés? Pourquoi on fait tel choix? Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, très, très intéressant. Puis on parlait du projet avec le Cégep de Drummondville. Bien, il y a une action recherche. Puis il y a même eu un petit peu d'études aussi avec eux sur justement le design émotionnel, comment on procède, qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. J'aimerais ça ajouter quelque chose à ce sujet-là, Olivier et compagnie. C'est que je lisais un livre récemment sur la Deuxième Guerre mondiale, une personne qui est autrice, qui est décédée dans le camp de Auschwitz, puis que c'est son dernier roman qui a été retrouvé. Puis dans la préface de ce livre-là, ils expliquaient que, puis son écriture est extraordinaire. Et on expliquait qu'avant de commencer à écrire, elle faisait justement ça. Elle faisait un cahier où est-ce qu'elle dessinait tous ses personnages, elle détaillait tous les détails de leur vie, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur environnement. Et une fois que tout ça a été créé, là, elle commençait à écrire. Votre présentation me rappelle un tout petit peu ça. Ce qui me fait enchaîner à la deuxième question de Sylvain des Hôtels. Est-ce que Sylvain demande, est-ce que vous avez une ressource à recommander spécifiquement sur la construction d'une histoire, par exemple, en termes de l'amorce, des nœuds dramatiques des personnages, de la chute, etc., qui serait utile justement à la conception de scénarios en marge des contenus? Bonne question. Moi, j'en ai consulté plusieurs par le passé, mais j'avoue que des fois, quand on commence à travailler puis qu'on continue, on perd un peu le temps de faire ce genre de lecture additionnelle. Mais si je peux aller en trouver quelques-unes, je vais vous les partager.
Je vais vous avouer que c'est probablement beaucoup des ressources en anglais, par contre, là, sur lesquelles on se fie parce qu'il n'y a pas toujours autant de choses en français pour répondre à nos besoins, là. On a Christine Simard, qui est d'ailleurs sur le conseil d'administration du REFAD, qui est avec nous aujourd'hui, qui répond à cette question en disant « J'utilise scénario, les bases de l'écriture scénaristique ». C'est écrit par Sid Field, puis vous retrouvez la référence dans le clavardage. Maintenant, Nicole Dubois demande « Est-ce que vous pouvez partager les diverses applications qui ont été utilisées? Par exemple, l'application d'interface entre la simulation et le participant. » Oui. Ouais. Ben, on utilise les applications technologiques qui ont été utilisées en fait dans tous les scénarios de travail social. C'était Articulate Storyline pour l'intégration, de même que pour le jeu pour les aînés. Et puis, l'activité sur l'évaluation par compétences, c'était l'outil Genially, qui est un outil quand même très, très simple et accessible. Storyline, ce n'est pas nécessairement aussi accessible, c'est un peu plus, ça coûte plus cher, puis ça implique plus de travail. Mais Genially, c'est quand même une bonne ressource qui pourrait permettre aussi à faire des activités vraiment intéressantes avec du storytelling. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Merci, Christina. Ilham Fares je ne me trompe pas, je crois, en disant l'Université Saint-Boniface, demande, avez-vous a priori une phase de révision ou de réflexion sur le choix des personnages qui représentent des situations comme celle de violence, par exemple, pour éviter de favoriser les préjugés? D'ailleurs, à ce sujet-là, puis là, je vous laisserai répondre à la question, mais j'ai remarqué avec intérêt que vous aviez des personnages de diverses races et de diverses origines et de divers genres, donc je trouvais ça très intéressant dans vos activités. Donc, ouais, la question... Oui, on y pense certainement. Pour les scénarios de stage aussi, on avait une étudiante, la directrice, je crois qu'elle était asiatique, l'étudiante aussi, je ne m'en rappelle plus exactement, mais on essaie quand même d'incorporer des types de personnages différents. Même dans la famille TTS, en fait, la famille TTS aussi, elle a des gens qui viennent de différents backgrounds. Là, fait que oui, on y pense quand même. Puis on essaie aussi, évidemment, d'éviter les stéréotypes, de peut-être pas... de faire un petit peu attention dans le choix des personnages là, pour éviter un peu les stéréotypes. Puis la famille TTS même, jusqu'à présent, c'est pas la famille qui a vécu la violence, c'est la famille qui était autour de la violence. C'est la même chose pour le suicide, c'était pas le fils même, sa cousine. On essaie de tout rapporter ça autour de la famille TTS, mais jusqu'à date, on n'a pas mis trop d'événements dramatiques dans la famille même. On verra s'il y en a avec les aînés, peut-être. Christina, vous pouvez rappeler à tout le monde, la famille TTS, c'était travailleuse sociale, c'est ça? Oui, TTS, c'est technique de travail social. OK. Ouais. OK. Autre question. Non, je vois des remerciements, des références. On peut avoir le lien vers le Genially sur l'évaluation des compétences. Est-ce que c'est disponible, les amis de collège? Oui, ben on va tout mettre. Je vais vous envoyer la présentation après avec tous les liens dedans. Donc, tout le monde, j'imagine que tu partages ça avec. Oui. C'est ça. Donc, tous les liens vont être dans la même présentation. Vous allez pouvoir les retrouver. Oui, Très absolument. bien. Alors, on a Véronique. Excuse-moi, Olivier, est-ce que je t'ai coupé? Non, juste tout simplement dire absolument. J'ai peur de couper les gens, puis je le fais sans, sans vouloir, désolé. Véronique Béguet qui nous demande, il y a quelques années, j'ai suivi une conférence d'un spécialiste américain du storytelling. Il avait écrit une trentaine de livres. Pourtant, je ne retrouve pas son nom. Quelqu'un a-t-il une idée? Bon, on vous laissera répondre dans le clavardage. On a 3 nouveaux messages. Je défile. C'est toutes des « je dois quitter » et « félicitations » et « wow ». Écoutez, moi, je me fais le porte-parole de l'Assemblée pour vous dire que c'était vraiment, vraiment intéressant. Très intéressant aussi visuellement, hein, l'approche graphique, on a l'impression c'est pas menaçant en aucune manière. On se retrouve dans un monde de bande dessinée qui représente un environnement auquel on peut très bien se rapporter. Alors, s'il n'y a pas d'autres équipes, je crois, je vois tout le monde qui dit merci. Donc, ça conclurait même un petit peu en avant du temps, mais tout de même, ça veut dire qu'on a été efficace et tout. Ça conclurait notre présentation d'aujourd'hui. Je laisse 2 minutes aux gens à penser à une dernière question. N'hésitez pas à prendre la parole.
Et le mot de la fin est à vous, Olivier, Christina et Mélanie. Je vais laisser le mot de la fin à Olivier. J'ai parlé beaucoup, moi. Bien, merci tout le monde. Je vois les commentaires passer, puis je vois ça donne le goût de partir un petit peu en mode créativité, puis de commencer certaines approches. Donc, tant mieux si on vous a partagé un petit peu notre passion. Puis, je tiens à te remercier, Christina. Très belle présentation. Merci à toi. Tout le talent, conception pédagogique et notre partenaire Mélanie Boulet pour le CNFS qui a joué un rôle. Tous les profs avec qui on a travaillé. Certains étaient participants aujourd'hui. Les étudiants. Nos collaborateurs, on a parlé de plusieurs collaborateurs, dont justement en design graphique, le groupe des technologies d'apprentissage aussi de l'Université de Moncton, il ne faut pas oublier. Ils ont joué un rôle important à nous aider dans le design très, très spécifique de certains éléments. Un beau travail d'équipe. Donc, merci à tout le monde, puis merci pour la belle participation. Bravo tout le monde, merci. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain atelier du REFAD. Au revoir tout le monde.